Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du jeudi 12 janvier, André Berkov reçoit Paul-Antoine Martin et son livre Le Clan des Seigneurs, édition Max Milo, pour une plongée au cœur de la noblesse d'État. 0826 300 300 pour participer à l'émission. Bonjour Paul-Antoine Martin. Bonjour. Alors, Paul-Antoine Martin, immersion dans la caste d'État. Donc, vous êtes ingénieur en formation, vous avez été central Supélec, c'est bien ça. Fait, oui. Vous avez évolué dans l'environnement industriel, beaucoup de corps de la multinationale anglo-saxonne, vous le dites, à l'établissement public français. Et aujourd'hui, vous avez pris du recul et vous avez écrit ce livre. Et ce livre, effectivement, dit, grosso modo, ceci. En fait, ce ne sont pas les politiques qui gouvernent véritablement, c'est la caste. La caste qu'on a appelée effectivement la firme ou tout ce qu'on veut. Un certain nombre de gens qu'on appelle de la haute fonction publique, les hauts fonctionnaires qui sortent des grands corps de l'État. Alors, je voudrais qu'on explique cette notion de corps parce que on en parle beaucoup. Est-ce que c'est de l'ENA, la fameuse École nationale d'administration qu'on a essayé de supprimer, mais qu'on ne supprimera jamais complètement, qui envoie vers la Cour des comptes, Conseil d'État, Inspection des finances, et puis il y a XPON, voilà, Polytechnique, etc. Essayez de nous dire en fait de qui vous parlez très exactement, Paul-Antoine Martin. Alors, je parle de ces très hauts fonctionnaires qui occupent quasiment toutes les hautes places de la haute fonction publique et qui finalement ont le pouvoir. Qui occupent quasi totalement, on peut dire. Quasi totalement. Totalement. Quasi totalement. Et je vais aller un peu plus loin ensuite pour parler de ce Yalta des corps que j'évoque dans le livre et qui est tout à fait édifiant. Alors, quels sont ces hommes? Ils font partie, pour simplifier, de 3 grands corps d'État, c'est-à-dire toutes les personnes, tous les étudiants qui sortent de l'ENA, une petite partie des étudiants, pour simplifier, qui sortent de Polytechnique et qui vont intégrer le corps des mines, donc ça, ce sont les tout meilleurs, et puis une autre petite partie qui sort aussi principalement de Polytechnique, mais qui peuvent, au tour extérieur, entrer, on va dire par la petite porte, dans ce corps-là, le corps des ponts. Corps des ponts. Donc vous avez Ce sont les 3, ENA, Polytechnique, mais ENA en grosse majorité. ENA en très grosse majorité, donc ils ont une puissance on va dire de feu qui est absolument énorme. Donc ce sont des groupes tout à fait identifiés. Le corps de l'ENA, c'est un groupe tout à fait identifié, le corps des mines et le corps des ponts. Ce sont des gens qui sont initialement formés, prévus pour, et la France en a éminemment besoin, de très grands administrateurs ou de très grands ingénieurs capables d'aménager et de concevoir une stratégie pour le pays. Voilà, c'est ça leur mission, c'est de concevoir le meilleur pays possible en interne et à l'international, et aussi de conseiller les ministres et le gouvernement en général, et de produire aussi une vision pour l'avenir. Alors justement, ça c'est le schéma, effectivement, et il a fonctionné il y a 40 ans. L'ardente obligation du plan dont parlait le général de Gaulle et Pierre Messmer et Pompidou et autres. Et puis le héros de votre livre découvre effectivement, il est dans les ports, lui, dans la direction des ports, et il découvre la réalité. Et la réalité qu'on vit aujourd'hui, c'est laquelle? Parce que ce n'est pas du tout cette espèce d'ardente obligation de diriger le pays dans le bien collectif, servir la France. Et en fait, c'est se servir de la France, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que j'ai vu. Alors, quand vous parliez d'il y a 40 ans, on peut remonter à 70 ans à peu près, quand l'ENA a été construit. Effectivement, il y avait manifestement un immense désir de servir le pays, de reconstruire le pays, et c'est ce qui a fait une France très forte. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Vous avez vu de vos propres, par votre pratique. J'ai vu par ma pratique quotidienne pendant une douzaine d'années. Voilà, pour être très clair. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai côtoyé effectivement principalement des hommes du corps des ponts et des énarques. Moi, ce que j'ai vu, ce sont des hommes qui sont dans un esprit cladique.
pour ça que je parle de ce clan. Et quand je parle du clan des seigneurs, on entend aussi le clan des Siciliens. Alors, un clan qui a à ce point un état d'esprit extrêmement renfermé et ultra-clanique, je le transforme aujourd'hui en un clan qui fonctionne comme une mafia. Une mafia, comment elle fonctionne? Elle fonctionne, déjà, elle est un pouvoir à l'intérieur d'un pouvoir. Vous voyez, elle n'a pas le même objectif que l'autre pouvoir. Elle a son propre objectif qui est de gagner en puissance, de gagner en pouvoir et en influence. Donc ce sont des gens... L'objectif, c'est donc avoir encore plus de pouvoir, encore plus d'influence. Encore plus de pouvoir, encore plus d'influence en plaçant les hommes de son clan. Donc on va dire qu'il y a 3 clans, les 3 grands corps représentent ces 3 clans. ENA, Polytechnique, Pont. Exactement, oui. Pour placer des hommes au bon poste et que finalement le clan va gagner encore en puissance. Et des hommes fidèles, qui leur sont fidèles. Enfin... Et les hommes sont de toute façon fidèles, puisque ça marche en un pour tous, tous pour un, cette grande devise de D'Artagnan, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que le corps va les protéger, et eux vont faire en sorte de faire rayonner le corps encore plus loin. Et donc, pour poursuivre l'allégorie de la mafia, vous avez donc une hiérarchie interne, tout un jeu de séduction, de hiérarchie N-1 à hiérarchie supérieure, jusqu'au parrain. Et effectivement, chaque corps a, on va l'appeler parrain, qui est un homme finalement super puissant, qui est celui qui va placer ou autoriser le placement d'un tel ou un tel. Est-ce que c'est déjà au niveau du ministre, ça, ou pas du tout? Au niveau du chef de cab, etc. Le parrain, disons, enfin, ce qu'on appelle les parrains. On peut considérer que le parrain, il a un rôle et une puissance comparable à un ministre. Mais il est invisible. Il est invisible. Ouais. Il est non connu. C'est un homme absolument non connu qui est issu du corps lui-même, qui connaît parfaitement tous les rouages, toutes les articulations avec le pouvoir. Donc ce sont des hommes parfaitement au fait du sujet. Et tous ces très hauts fonctionnaires ne sont pas visibles de la population. Ouais. Ils ne On ne les connaît pas, inconnus. Ils ne passent pas à la télévision, à la radio ou dans les journaux. Et ils ne sont pas élus. Et ils ne sont pas élus, bien sûr. Oui. Donc ce sont des hommes invisibles qui détiennent en fait la quasi-totalité du pouvoir administratif. Moi j'ai vu, en côtoyant les ports, que les hommes du corps des ponts avaient à peu près toutes les places exécutives du cabinet du ministre jusqu'aux dirigeants d'établissements publics. Ah ouais. En passant par tous les services intermédiaires donc, de l'administration. Et chose merveilleuse, bon, c'est ironique, ils sont aussi dans les organes de contrôle de ces ports et de l'administration. Donc ils contrôlent leur propre père. Voilà, chacun se centre-contrôle. Ouais. L'audité d'un jour peut devenir l'auditeur du lendemain, ce qui finalement renforce fortement la fraternité. Oui, bien sûr, parce que je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et oui, et tout le monde a envie d'être gentil avec son prochain. Oui, bien sûr, parce qu'il peut monter pendant que je descends et vice-versa. Il peut toujours m'aider un jour. Oui. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que je l'ai vu. Et dans le livre, je donne un exemple d'un homme que j'ai connu, qui, tous les matins, observait le journal officiel pour savoir qui était nommé. Et il se dépêchait d'aller envoyer un petit mot. Il voit un petit mot, oui, de félicitations. De félicitations. Et autre chose qui est dans votre livre que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vraiment l'actualité, racontez un peu ce que dit quelqu'un à propos de la réforme des retraites. Oui, il dit, mais de quoi vous me parlez avec cette réforme des retraites? C'était l'une des précédentes réformes, réformes des retraites. Donc, je suis avec cette personne du corps des ponts, et effectivement, c'est l'embrasement dans le pays, et cette personne-là voulait aller à Paris pour voir un match. Et il fulmine de colère parce qu'il allait avoir du mal à avoir un train ou ensuite, et il fulminait contre ces grévistes. Et il fulminait contre ces grévistes qui manifestaient contre la grève. Et on lui demande, mais toi, ça te concerne aussi? Et là, grand éclat de rire, non, moi ça me concerne pas. On voit en fait que... Alors ça me concerne pas, pourquoi? Expliquez. Ça me concerne pas parce que moi, quand j'ai fait mes études, toutes mes années d'études sont comptées comme des années
pour la retraite, et finalement, je partirai avant les autres. Donc, pour ces hauts fonctionnaires, les années d'études comptent dans les années de travail. Totalement. C'est ça, totalement, intégralement. Totalement. Et autre chose que vous racontez aussi, que vous rappelez, on le sait, mais il ira encore mieux en le disant, c'est que la garantie et la sécurité sont totales. Alors, c'est là le plus grand privilège de ces gens. Une caste, c'est un groupe d'hommes qui se caractérise par ses privilèges exorbitants et un regard, hautain, arrogant vis-à-vis de tous ceux qui sont en dehors de la caste. C'est ce que j'ai vu. Mais alors, on vous le fait comprendre par des petits gestes, par des petites manifestations, mais vous le voyez aussi par cette totale impunité qu'ils vivent. Alors, la totale impunité fait que, déjà, ils ne risquent rien, peut-être un léger ralentissement de carrière, des fois. Mais ils finissent... Mais pas être viré, c'est impossible. Impossible. C'est impossible. C'est impossible. J'ai vu des choses où vous... Par exemple, vous voyez un haut fonctionnaire qui pilote un outil économique majeur pour le pays. En 5 ans, il lui fait perdre 30% de l'activité par des décisions, mais totalement délirantes, par un autisme intellectuel qui est très impressionnant. Un Premier ministre de très grande carrure français essaie de le déloger de la place parce qu'il fait beaucoup de mal à la région. Eh bien, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Même le Premier ministre n'y arrive pas. Alors, c'était pas un Premier ministre en exercice. Mais un ex-Premier ministre, mais un charisme et un réseau phénoménal. Il n'y arrive pas. Et cet homme-là, donc le haut fonctionnaire en question, est allé jusqu'au bout de son mandat. On l'a fait partir plus ou moins par la petite porte, mais il a retrouvé immédiatement un poste de haut niveau dans la foulée, avec après avoir fait des décisions débiles, après avoir fait perdre je ne sais combien de millions d'argent public, etc. Mais lui, il n'a rien perdu. Et ces gens-là, quand ils vont effectivement dans une situation comme ça, il ne va pas perdre 1 euro sur son salaire, c'est impossible. Il ne peut pas rétrograder. On ne peut pas rétrograder, donc il peut faire que mieux. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils ne peuvent perdre finalement un petit retard de carrière. Ou une petite Légion d'honneur, et encore. Et encore. C'est très intéressant. On va continuer à parler. C'est passionnant et en même temps assez sidérant, on peut le dire, angoissant. Tout de suite après cette petite pause. Oui, et vous avez la parole, chers auditeurs. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et là, c'est Paul-Antoine Martin qui nous parle de son immersion dans tous ses états, dans la caste d'état, justement, le clan des seigneurs, paru aux éditions Max Milo. Paul-Antoine Martin, on n'a pas un chiffre exact. À votre avis, ces hauts fonctionnaires, cette caste ou cette mafia, ils sont combien en France, grosso modo? Pas un chiffre exact que je vous demande, mais... Moi, je dirais quelques milliers. Quelques milliers, c'est ça, qui tiennent vraiment le pays. Et alors vous dites... Ceux qui tiennent vraiment, ils vont être moins que ça. Mais ils sont en tout, quelques milliers. Oui, quelques milliers. Oui. Mais vous dites aussi, alors c'est très intéressant, parce qu'il y a d'un côté des gens qui y croient, effectivement, ça l'avait rencontré, d'ailleurs c'est un peu quelques-uns des héros de votre livre, enfin des personnages de votre livre, et des gens qui pratiquent cette espèce de cynisme très organisé. En fait, ils connaissent tous les rouages de monter en carrière, de monter en puissance, d'utiliser, d'ailleurs c'est pas nouveau, de Byzantinon, Machiavel est bien avant, et puis les Grecs, utiliser les ressorts on voit très bien de la flatterie, de la cupidité, de l'ambition, tout ça vous le montrez très bien dans votre livre. Est-ce qu'il y a aussi... Quel jour où l'on n'a pas parlé jusqu'ici? Et l'argent, la tentation, la richesse en tout cas, les avantages, parce que vous parlez des notes de frais. Mais est-ce que ça s'arrête aux notes de frais ou ça va plus loin? Non, moi j'ai pas vu au-delà. J'ai pas vu au-delà. Et la question de la note des frais, c'est complètement, marginal. Totalement marginal, mais c'est pour montrer l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'un homme qui a ce niveau de pouvoir, ce niveau de salaire, il va faire ce genre de choses qui est minable. Donc ça montre un vide intérieur qui est sidérant, quoi. Oui, ça c'est vrai. Mais donc ce n'est pas ce n'est pas la cupidité, l'argent. J'ai pas vu ça. Mais c'est le pouvoir ou c'est, disons, je suis un roitelet quand même dans mon domaine et voilà, et tous les autres me flattent et je sais le rôle que je joue. Vous parlez de ces réunions avec du blabla, quand même il y a un vide sidéral des paroles, donc de la pensée quand même là-dedans.
Il y a une très très grande pratique. Alors, ce sont des artistes. Moi, des fois, j'ai été absolument émerveillé de voir le niveau d'art qu'ils pouvaient déployer à parler pour rien dire, ou parler en ne connaissant pas du tout un sujet et en donnant l'impression qu'ils le connaissaient. D'accord. Et en étant capable de donner cette impression à un auditoire qui, lui, était déjà bien informé du sujet. Donc ça il arrive à duper cet auditoire. Il arrive à duper. Et à lui faire croire qu'il connaissait le sujet alors qu'il ne le connaît pas. Ça, je l'ai vu. Ah ouais. Je l'ai vu, et oui, il y a un côté un peu émerveillant, mais il y a un côté bonimenteur. C'est le terme que j'ai employé. Il y a un côté Tartuffe, imposteur, qui est très grave, parce que ça montre une incapacité, à la conviction, ça montre une capacité eux ils appellent ça la souplesse, l'habileté, c'est-à-dire la souplesse d'échine aussi, oui. La contorsion, de pouvoir raconter ce qu'il faut raconter au moment où il faut. Prestidigitateur. C'est exactement ce que j'ai vu. Et donc moi j'ai vu des gens, alors j'en ai vu des très grands, comme je le disais, qui restent très, on va dire, vertébralisés, c'est-à-dire des gens qui ont une véritable conviction intérieure et qui sont tournés vers le service de l'État. J'en ai vu, effectivement, donc ça c'est absolument remarquable. J'en ai vu qui sont comme ça, mais qui, plutôt dégoûtés par le système, et puis rejetés par le système, vont partir dans le privé parce qu'ils sentent qu'ils étouffent, et puis un gros troupeau qui est comme ces seigneurs que je décris. Voilà, donc Alors ce gros troupeau ne pense qu'à une chose, c'est ouvrir le parapluie pour avancer, pour essayer de garder sa place, en tout cas pour le moins. Alors oui, ces gens-là ont une capacité, extrêmement développé à utiliser le réseau et à soit déjà ne pas écrire, parce que la grande crainte de tous ces gens, c'est de laisser une trace, qu'à un moment donné, on puisse le leur reprocher. Ah, il y a une note que vous avez écrite là, ou un mail, ou un SMS, etc. C'est ça. Et alors donc... Alors ils sont obligés quand même d'écrire ou de téléphoner ou d'envoyer des messages. Toute l'habileté, c'est de pouvoir écrire des phrases qui peuvent avoir plusieurs sens, vous voyez. Donc, c'est ça la grande habileté de ces gens. Il y a ça, et puis j'ai trouvé un côté artiste absolument mais époustouflant dans la capacité à comprendre et à avancer dans tous les rouages administratifs. En fait, le vrai job, il est là. Le vrai job, il est là, et parce que l'administration, manifestement, ultra compliquée, et il faut avoir cette capacité de hauteur de vue, non pas en stratégie, mais en circuit administratif. Donc le problème n'est pas ce qu'il faut faire dans tel ou tel domaine en France pour avancer, pour combattre, mettons, le chômage, la désindustrialisation, ceci ou cela, ça, on s'en fout, enfin, un certain nombre de gens s'en foutent, c'est comment garder ou avancer dans sa carrière. Ah oui, c'est ça. Oui, comment se protéger, comment avoir le bon réseau qui permet de se protéger, comment connaître le bon relais qui permet d'accéder au ministre, etc. Comment avoir le bon copain dans le cabinet du ministre au cas où j'ai un problème, il viendra étouffer une affaire. Voilà, et ça je l'ai vu. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, cet univers, évidemment, c'est intéressant parce que on pourrait enquêter là-dessus, mais il n'apparaît pas à la surface médiatique. Alors du matin au soir, on parle de beaucoup de choses, mais pas de ça, mais pas de cette caste. Oh, le cœur du sujet, il est là. La plaie, elle est là. Ce qui détruit notre pays est là. Quand on est occupé par ces petites occupations-là, on n'est pas occupé à construire une stratégie. On n'est pas occupé à bâtir une vision qui permettra aux Français d'avoir une administration ultra solide. Pourquoi l'administration ? Moi, c'est mon intuition aujourd'hui. Oui, je vois dans les ports ce qui s'est passé depuis 20 ans. On voit que, alors que l'économie internationale maritime a explosé, elle a doublé, en France, l'augmentation est de 0,25%. Donc 100% d'un côté, 0,25% depuis 20 ans, en 20 ans. En 20 ans, 2019. Et ce sont les mêmes hommes qui sont dans ces postes-là, c'est le même corps, et rien ne bouge. Rien ne bouge. Mais par contre, on s'auto-congratule tous les ans, parce qu'on est vraiment quand même très fort. Et la stratégie des ports, elle n'est demandée aux ports que depuis moins de 10 ans, je crois. Mais qu'est-ce qu'on constate ?
que ces gens-là ne vont pas écrire la stratégie. Ils la demandent à un consultant qui va écrire la stratégie pour le directeur. D'où, juste, c'est une actualité plus récente, d'où, si je vous écoute, on va faire appel au McKinsey et autres pour dire pallier cela. Oui. Est-ce que quelque part, il y a ça? Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. C'est-à-dire que la caste étant, si vous le décrivez comme vous le décrivez, donc ils font pas leur boulot et pas grand-chose. Donc appelons McKinsey dépensant 2 milliards ou plus, quoi. Alors je dis pas qu'ils font pas grand-chose, ils sont très occupés. Mais ils sont occupés. Mais pas dans le bon sens. Mais alors, ils sont occupés, oui, à leur propre carrière. À leur propre carrière, à gérer des petites affaires, à construire des manipulations, des mensonges. On n'est pas dans une clarté, et encore une fois, on n'est pas en face de capitaine d'industrie. J'en ai connu. Oui, mais ils n'ont pas été formés pour ça. Paul-Antoine Martin, l'ENA n'est pas une école de capitaine d'industrie, on aimerait bien. Donc, ce que vous dites quand même, et c'est vrai qu'on ressort de ça, confions cette administration de l'État à des chefs d'entreprise, ou en tout cas à des gens... Non. En 1946, l'ENA a été construit d'une certaine façon. Il y avait un principe moi, je me suis intéressé à ça, à comment Michel Debré a posé les fondations de l'ENA. Oui. Et ces fondations ont été écrites auparavant par Jean Zay. Elles ont été pensées par Jean Zay, un homme absolument remarquable, qui a pu transférer au général de Gaulle donc ces idées, qui les a ensuite transmises à Michel Debré, qui les a mis en pratique. L'idée, c'était quoi? C'est effectivement avoir des gens de haute capacité intellectuelle. Parce que gérer la complexité, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Et la très grande complexité, il nous faut des gens intellectuellement très capables. Mais c'est aussi avoir une expérience de vie, une vraie expérience de vie. Et quand Jean Zay a réfléchi, a essayé de comprendre pourquoi la haute administration, en un coup, était passée du Front populaire au maréchal Pétain, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont ces hommes? Donc, il a essayé de réfléchir et il s'est dit, il faut des gens qui croient en la France. Si on n'a pas de gens qui croient en la France, si on n'a pas de gens qui ont vécu ce qui ont le sens du bien public. Et le sens du bien public. Donc, il demandait à ce qu'il y ait dans l'expérience de chacun, donc c'était à l'époque, en 1946, une expérience difficile, une expérience de vie très dure, dont un passage dans les camps, un passage dans les... En tout cas, avoir vécu. Et avoir forgé un homme. Et non pas être sorti d'une école, ne savoir rien faire et devenir tout d'un coup un grand Manitou pour la France. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait quand même être passé par des fronts de combat et pas seulement par des couveuses. Bien sûr. C'est tout le problème. Bon, aujourd'hui, on est dans les couveuses. On va en parler avec nos auditeurs, Lucien. Oui, je pense qu'on en a. On se retrouve après une courte page de pub, et après la pub, on retrouve Philippe de Chalon-sur-Saône, et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer à la discussion. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h45 sur Sud Radio. Vous avez la parole, chers auditeurs, sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 et on accueille tout de suite Philippe de Chalon-sur-Saône. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour André. Alors excusez-moi, j'ai pris votre émission en cours, je n'ai pas le nom de votre invité. Mais tout ça pour vous dire que j'ai lu un livre, alors en tout respect à l'invité que vous recevez, j'ai lu un livre qui s'intitulait « Les Français au service de l'étranger ». En fin de compte, il expliquait exactement la chose suivante. Ce sont effectivement des grands corps d'État, alors les ponts, l'ENA, les centraliens, les polytechniciens, nos généraux, qui en fin de compte, en fin de mandat, ou alors dans différentes occasions, partaient dans le privé. Alors, vous parlez de cabinet de consultants, c'est le cas de Jean-Pierre Raffarin, qui est très connu avec nos amis chinois, le cas d'Édouard Philippe et de nos généraux qu'on retrouvait dans des cabinets privés. Et la cerise sur le gâteau, vous le savez André, c'est que c'est nous, contribuables, qui payons le cursus de ces gens-là, de nos impôts, avec un retour sur investissement, je dirais, qui pose un sérieux problème, à la fois de déontologie et puis de compétences. Puisqu'il y a de la compétence partout, on le saurait. On est en recherche d'hommes d'État,
le général en était un, Pompidou en était un. Je crois qu'on a encore un grand chemin à faire. Il faut chercher. Moi, ce que je voulais dire, c'est ça. D'accord. Tout ça, c'est. Alors, ça permet. Non, mais c'est votre intervention. Mais je vous en remercie parce que ça permet de parler aussi du pantouflage. C'est pas le sujet de votre livre, mais c'est un peu ça. Alors, parmi les gens que vous avez rencontrés, Paul-Antoine Martin, justement, par rapport au privé, est-ce que beaucoup ont pantouflé dans les expos ou autres que vous avez rencontrés, ou alors ce n'est pas vraiment leur problème, c'est de garder encore leur privilège de collectivité ou pas? Alors, vous allez trouver plusieurs types de personnages. Vous allez en trouver, parmi le troupeau, vous allez trouver des gens très peu courageux, beaucoup qui sont très peu courageux et qui vont pas se frotter au privé où il y a quelques risques. Et puis, vous allez, moi j'ai rencontré des gens qui sont de très haute teneur intellectuelle et morale, et qui sont partis dans le privé et qui font une carrière fulgurante dans le privé parce que le privé a parfaitement compris leurs valeurs. J'ai vu du pantouflage, alors à une seule fois, pantouflage et rétro-pantouflage. Oui, parce qu'on peut revenir, c'est ça en France. Hein. Ah oui, mais c'était dans l'autre sens là. Ah ouais. C'était du pantouflage en fait d'une grande multinationale du CAC 40 sur un poste de très haut niveau de haut fonctionnaire. Puis rétro. Alors ça s'appelle pas du pantouflage, mais retour dans la même multinationale, 3 postes au-dessus. Là aussi, il y a un vrai problème de déontologie. On ne peut pas à la fois travailler pour l'État et pour un de ses clients qui a un tel niveau de puissance. Vous savez très très bien, enfin pas combien de gens, enfin combien en tout cas un certain nombre, et non des moindres, travaillant pour le fisc, pour le ministère des Finances et pour Bercy, se retrouvés dans des grands cabinets d'avocats fiscalistes. Hein. Comme par hasard, c'est-à-dire ça c'est Lucien. Merci beaucoup Philippe. Et on accueille Thomas, qui n'est pas loin d'ici, il est de Neuilly-sur-Seine. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour votre invité. Bonjour. Alors, je souhaiterais justement, votre invité a fait le rapprochement avec le clan des Siciliens. Et justement, j'aimerais parler du monde du cinéma. Parce que là, on a un sacré monde de seigneurs. On a un sacré monde de seigneurs qui est très hermétique, très fermé. Et pour quelqu'un, quand on n'est pas fils d'eux, fille d'eux, ou qu'on ne gravite pas autour de cette famille, c'est très compliqué également d'intégrer ce monde. Oui, comme d'autres mondes aussi. Alors, est-ce que c'est un peu le cas des seigneurs que vous traitez? Est-ce qu'il y a le côté aussi fils d'eux, fille d'eux, maîtresse, amant, cousin, cousine, etc. Est-ce qu'on place aussi la famille, enfin, les familles? Ça, je ne l'ai pas vu parmi ces gens-là. Je l'ai vu auprès des politiques, oui. Mais je ne l'ai pas vu auprès des hauts fonctionnaires. D'accord, c'est moins ça. Là, c'est plus les collègues, enfin les pairs, PAIRS. Oui, c'est plus compliqué au niveau d'un haut fonctionnaire parce qu'il faut quand même passer quelques obstacles. Le cinéma, c'est autre chose, mais vous avez raison sur le cinéma. Hein, ça, c'est ça, tout à fait, puisque le cinéma, la différence justement de l'ENA, tout ça, c'est que c'est subjectif, c'est un art. Bien Donc, sûr. par exemple, dans le foot, si vous êtes le fils de Zidane, si vous mettez pas de but, on vous mettra pas titulaire. Au bout d'un moment, vous serez sur le banc. Au cinéma, il n'y a pas ça. Ah, c'est certain. Mais vous savez, c'est pour ça que le cinéma français, en ce moment, fait les entrées triomphales que chacun connaît. Hein. Oui. C'est pas par hasard. Lucien, merci en tout cas. Lucien. Merci beaucoup Thomas. Et on accueille Loïc de Lourdes. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Bon, j'aimerais vous remercier pour votre témoignage, ça fait du bien d'entendre quelques vérités. Et j'aimerais aller dans votre sens un peu, donc vous poser une autre question. Donc toutes ces élites qui sont censées servir nos intérêts, vous dites qu'ils viennent un peu tous du même endroit et qui au final servent leur intérêt au lieu de servir les nôtres. Et toutes viennent donc du même endroit, tout comme nos politiques du coup. Donc en fait, pour vous, est-ce que la politique a un sens ou en fait c'est juste différents partis qui viennent du même endroit, qui au final sont là juste pour nous mentir, trouver une façon de nous mentir et continuer à faire leur petit spectacle. Leur petit soupe dans leur petit pot, comme disait le général de Gaulle. Voilà, exactement. Et nous, tous les 5 ans, on nous fait croire qu'on a un pouvoir, une démocratie, d'élire notre président, qui au final, que ce soit un tel ou un tel ou un tel, il sortira les mêmes choses. Et on le voit depuis de nombreuses années, la France va de plus en plus mal avec des mesures qui sont de plus en plus bêtes. Et chaque président, oui, ça c'est mon prédécesseur, on va repartir sur autre chose, et raconte que des mensonges. D'ailleurs, le rôle du gouvernement,
celui qui gouverne, il ment. Il ne faut pas aller plus loin, quoi. Donc, d'après vous, est-ce que la politique, on peut lui faire confiance? Bonne question, bonne question, Paul-Antoine Martin. Eh oui, c'est une excellente question. L'articulation politique, haute fonction publique, elle est majeure. Elle est essentielle. Essentielle. Le politique, c'est lui qui dit la politique. La haute fonction publique doit la mettre en œuvre. Les hauts fonctionnaires, ils sont sur le temps long. Ils savent qu'ils sont là pour longtemps. Le politique, lui, fait que passer. Son objectif, c'est au moins de passer. Il reste pas sur le temps long. Donc, on voit bien que celui qui a vraiment le pouvoir, c'est la haute fonction publique. Le politique, lui, quand il arrive, il doit au plus vite faire en sorte que la haute fonction publique arrive à mettre en œuvre ce qu'il veut. Et ce qui est fait très intéressant, le 27 décembre dernier, Elisabeth Borne a sorti une circulaire enjoignant l'ensemble des plus hauts fonctionnaires de la République à appliquer beaucoup plus vite qu'ils ne le font les consignes que le gouvernement donne, en disant que ce manque de réactivité était une insulte aux citoyens. Voilà, c'est une façon aussi de vous répondre, vous voyez. Intéressant, la belle au bois dormant se réveille, quoi. Et voilà, Elisabeth Borne était haute fonctionnaire juste avant d'être ministre. Oui. Alors, mais juste un mot à ce point de vue-là, parce que faut quand même poser la question. On voit ça, on constate, etc. Mais alors, Paul-Antoine Martin, je vous le dis, vous les avez côtoyés, vous savez, vous êtes ingénieur. Il faut faire quoi? La révolution? Je veux dire, comment? Si on ne peut pas bouger ce grand corps, ce blob, ou ce grand corps jaillit de ces grands corps, on fait quoi? Alors, on attend que ça passe, et puis on verra un peu si l'iceberg va rater le Titanic? Ou quoi? Eh bien, c'est vraiment une question, moi, qui m'obsède, qui m'a obsédé tout au long de l'écriture de ce livre que j'ai écrit pendant plusieurs années, qui m'obsède aussi de plus en plus, parce que aujourd'hui, je décode encore tellement mieux ce que j'entends des politiques et de la haute fonction publique, que ça m'effraie de voir à quel point on nous manipule et à quel point on ment. Je me rappelle, je disais, et on échangeait avec des collègues pendant toute l'écriture de ce livre, que on disait, mais si la population savait ce que l'on voit, ça serait il renverserait la table, parce que c'est insupportable. Et je crois aujourd'hui qu'on est dans un état pré-révolutionnaire, une situation pré-insurrectionnelle, et je crois que les gilets jaunes ont été une sorte de secousse préalable. Vous pensez qu'il pourrait y avoir des secousses beaucoup plus grandes? Je vois pas comment ça peut continuer, sauf, et c'est ce qu'on commence à voir, sauf si le système devient de plus en plus répressif, de plus en plus manipulateur par une surveillance de masse. C'est peut-être ce qui est devant nous. Peut-être un autre appel. Merci beaucoup, Loïc. Et rapidement, on a le temps de recevoir Marie-Hélène de Perpignan. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour à vous deux. Pardonnez-moi, je vais essayer d'être rapide. Donc, suite au début de votre intervention, j'ai regardé un peu parce que ça m'a tout de suite évoqué des gens comme Attali, comme Alaminck, qui ont effectivement fait les mêmes études et donc sont un petit peu les porte-parole pour placer un tel ou un tel à tel ou tel endroit. Je me demandais par rapport à ça, moi j'ai tendance un petit peu à penser à chaque fois que quelqu'un débarque comme ça, un peu le nouveau, qui va sauver tout le monde, je m'attends au pire, puisqu'on a aussi les mêmes en entreprise, il ne faut pas rêver. Ce sont souvent de grands lécheurs, de grands faux culs, rarement avec une idée, puisqu'il ne faut pas quand même émettre des idées qui pourraient être mauvaises. Secouer le cocotier. Donc, ouais. Oui. Donc j'ai un petit peu de mal, et effectivement la difficulté c'est que et je voulais aussi vous parler d'autre chose. Non mais finissez là-dessus parce que malheureusement on est en fin d'émission, Marie. Alors dites-moi. C'est dommage. Mais donc les young leaders, c'est quand même des gens qui vont voir des gens à l'étranger, et comme je trouve qu'on est en train d'être bradé, notamment au niveau des grandes entreprises, à des secteurs particuliers, et donc et avec un capitalisme à tout va, je ne sais pas. Vous en pensez quoi? Moi, ce que j'en pense, c'est que quand vous êtes dans cet état d'esprit de haute fonction publique, c'est extrêmement simple d'être ultra-libéral.
C'est extrêmement simple, puisque vous ne savez pas du tout la vie que mène la population. Puis de toute façon, vous avez un privilège qui est colossal, qui est l'impunité et la carrière absolue. Et la garantie de l'emploi. Garantie de l'emploi, mais mieux la garantie de la super carrière. Ouais. Donc, c'est très facile, effectivement, d'être ultralibéral, et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Et je pense de plus en plus que cette haute administration est un très bon relais du désir d'ultralibéralité. Alors, la vraie question que pose Paul-Antoine Martin, mais ce n'est pas écrit comme ça noir sur blanc, point d'interrogation, les aristocrates à la lanterne, on le saura au prochain numéro. C'était le face-à-face du jeudi 12 janvier avec Paul-Antoine Martin, auteur du Clan des Seigneurs, édition Max Milo. Merci de votre fidélité, chers auditeurs, et tout de suite l'émission de Brigitte Lahaye.